TGV. De norte a sul, de este a oeste, numa rede de quase 3.000 quilómetros, o TGV transportou mais de 3.000 milhões de passageiros desde o seu lançamento em 1981. Ao longo de gerações, sofreu uma metamorfose que culminou neste novo perfil aerodinâmico. O novo rosto do comboio de alta velocidade feito em França, o TGV-M. Le concept de TGV-M, c'est on prend tout ce qui fait le succès d'un TGV, on l'améliore. Qu'est-ce qu'on change pour arriver à quelque chose qui est moderne et qui correspond à son temps? O TGV-M está a mudar a todos os níveis. 400 idées ont été retenues pour le TGV-M au titre d'innovation. C'est un bijou de technologie. Uma das muitas inovações chama-se Enxerto e inclui um dispositivo de armazenamento de energia capaz de aliviar a tensão na rede elétrica nacional. C'est une première mondiale, ça n'existe nulle part. Com este novo elemento, o TGV ganha em funcionalidade. Vous avez un incident en ligne, une caténaire qui est cassée. Le TGV-M est capable de se déplacer pendant plusieurs dizaines de kilomètres. O TGV-M não escolheu a velocidade como argumento para deixar a sua marca. Estabeleceu novos recordes ao reduzir o seu consumo de energia em 20%. 20%, c'est énorme, c'est une vraie rupture. Como consegue tal proeza? Em grande parte graças a uma aerodinâmica otimizada ao máximo. C'est d'abord une forme du nez qui a complètement évolué. On voit pratiquement pas la différence entre la locomotive et les voitures. O exterior foi objeto de uma grande remodelação, mas o seu interior também reserva grandes surpresas. On aura un train qui est plus silencieux et qui sera aussi plus clair puisque 25% de baies vitrées en plus. Com os seus novos bancos mais ergonómicos, uma melhor ligação à internet e uma carruagem-bar com 2 andares, o TGV-M vai também transportar mais passageiros. En unités multiples, on pourra atteindre jusqu'à quasiment 1500 passagers. Mais passageiros a bordo, mas também uma maior adaptabilidade, ao contrário dos antigos TGV que eram completamente estáticos. C'est un TGV modulable qu'on peut transformer une salle de première classe en salle de seconde classe et vice-versa. Outra revolução do TGV-M, a manutenção. Como será feita? Graças a centenas de sensores ligados à inteligência artificial. On va retrouver ces différents capteurs vraiment sur toutes les zones du train. Dos primeiros esboços do TGV-M aos seus primeiros passos na rede ferroviária francesa. Le 320 km/h, on est à presque 100 mètres par seconde. On n'a absolument pas le droit à l'erreur. Nos bastidores da sua produção ou no segredo dos seus numerosos testes, vamos contar-vos, com a ajuda de animações 3D, uma aventura industrial excepcional que terá durado quase 10 anos. Foi um projeto único que culminou no TGV-M e que vai representar o futuro do comboio de alta velocidade em França. E não só. Na produção do TGV-M estão envolvidas nada menos do que 10 unidades industriais. E foi em Saint-Ouen, na região parisiense, que a silhueta do novo comboio viu a luz do dia. Pode parecer espantoso, mas esta joia da tecnologia começou a ver a luz do dia com o simples traço de um lápis. On intègre donc tout de suite donc les données techniques qui font que on part sur des solutions les plus audacieuses possibles, mais on démarre toujours par des recherches. Et les recherches, ça peut être fait sur un post-it avec un crayon. Ça commence toujours comme ça. Esta fluidez de linhas não deve disfarçar a complexidade da tarefa. Afinal, quando os criadores começaram a trabalhar no novo comboio, tiveram de encontrar um sucessor para o recordista mundial dos caminhos de ferro, o TGV Duplex, que atingiu velocidades superiores a 574 km/h. E para o TGV-M, o caderno de encargos era extremamente ambicioso. É o resultado de uma estreia nos caminhos de ferro franceses, uma parceria de inovação entre a SNCF, o operador histórico e financiador, e a fabricante Alstom. La concurrence était arrivée, avait rattrapé son retard par rapport à nos TGV. Il fallait reprendre une longueur d'avance aussi pour faire face aux nouveaux défis comme le réchauffement climatique. On a cherché effectivement à réduire drastiquement ce qu'on appelle le coût global. C'est la somme du coût d'acquisition des trains par nos clients, mais aussi le coût de maintenance durant 30 ans. Et enfin, le coût de consommation d'énergie. On cherchait aussi à améliorer l'attractivité du produit, donc avec une capacité qui soit supérieure à celle des TGV précédents, et puis aussi avec des équipements à bord qui enrichissent l'expérience client.
Para a SNCF, o objetivo é adquirir um TGV menos dispendioso, mais eficiente do ponto de vista energético, atualizável, com mais capacidade e mais confortável. À primeira vista, trata-se de uma equação complexa de resolver. Mas é uma equação baseada sobretudo na história do comboio francês de alta velocidade. L'idée, c'est de reprendre l'héritage qui était présent sur les locomotives BB, dont la caractéristique au niveau de son design, et cette notion très panoramique, que l'on retrouve aussi sur les premiers TGV. Embora o projeto de hoje remeta para a locomotiva que puxava o Capitole entre Paris e Toulouse, ele é sobretudo marcado por um avanço tecnológico, o do primeiro TGV. Em meados dos anos 70, quando o primeiro comboio de alta velocidade francês foi concebido, estava à frente do seu tempo. Tinha de atingir uma velocidade comercial de 270 km por hora, 100 vezes mais rápido do que a média dos comboios da época. E com um tal objetivo, os dias das locomotivas retangulares tinham chegado ao fim. On s'est aperçu de l'importance de ces formes, de l'aérodynamisme, en augmentant donc la vitesse progressivement jusqu'aux 320 km/h d'aujourd'hui. Il n'y a pas loin, en fait, de 4 mètres entre l'extrémité du bout avant et l'axe du premier bogie. On voit pratiquement pas la différence entre la locomotive et les voitures. C'est un trait qui part, en effet, donc de la pointe avant et qui va jusqu'à la pointe arrière, tout en continuité. Para além da velocidade explosiva, este novo comboio foi concebido com uma arquitetura muito original. Os bogies, ou sistemas de rodas, já não eram fixados da forma tradicional. Em vez de 2 bogies por baixo de cada carruagem, eles passam a ser instalados entre as carruagens, reduzindo o seu número total. Limiter le nombre de bogies, c'est améliorer la résistance à l'avancement et le fait d'avoir une liaison assez rigide entre les différentes voitures, ça évite les mouvements, les phénomènes d'ondulation et donc on a une rame à grande vitesse qui est très stable d'un point de vue dynamique ferroviaire. Le langage formel de ce premier design est en totale rupture avec les produits de l'époque. C'était un produit réellement innovant et qui a fait référence dans l'expression de la vitesse. Posteriormente, embora mantendo o princípio do comboio articulado, cada geração trouxe as suas próprias melhorias em termos de desempenho, custo, conforto e impacto ambiental. Após a entrada ao serviço do primeiro TGV em 1981, o famoso TGV Sud-Est e a sua emblemática cor laranja, a segunda geração adotará o azul. Dans les années 90, c'est la deuxième génération qui a permis de déployer la grande vitesse partout en France, sur l'axe Atlantique, sur l'axe Nord, etc. Alors, le TGV Atlantique a été retravaillé dans les détails, notamment dans sa version 1 niveau. C'est toute la partie haute qui est retravaillée. Lançado em 1989, o TGV Atlantique passou de 8 para 10 carruagens, de 380 para 480 lugares. E, sobretudo, esta máquina de mais de 400 toneladas desloca-se agora a 300 km por hora. Milieu des années 90, une troisième génération de TGV, TGV à 2 niveaux. Le succès de la grande vitesse fait que les lignes commencent à saturer et donc il faut être capable d'augmenter la capacité des trains. O TGV Duplex é o primeiro comboio do mundo de alta velocidade de 2 andares, capaz de transportar 520 passageiros a uma velocidade de 320 km por hora. Um comboio de alta velocidade de 4ª geração, concebido exclusivamente pela Alstom para o mercado europeu, nunca circulou em França. Trata-se do AGV, um comboio autopropulsionado de alta velocidade, capaz de atingir velocidades superiores a 350 km por hora. Il est vrai que Alstom a bénéficié des études réalisées dans d'autres produits grande vitesse, tels que l'AGV qui circule donc en Italie. Et la performance aérodynamique de ces trains a été prise en considération pour définir le design de ce nouveau TGV. Ainda mais aerodinâmica que a do AGV, esta é a silhueta da motriz do TGV-M. Como foi melhorada e por que é a sua forma tão estratégica? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 60%
de la résistance à l'avancement, donc ce qui s'oppose au mouvement du train, c'est la motrice. Donc il était essentiel d'apporter des innovations sur ce premier véhicule. L'outil industriel, aujourd'hui, les évolutions dans notre capacité à produire des pièces plus complexes font qu'on est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire par le passé, ou avec des coûts de production qui étaient vraiment pas raisonnables. Et aujourd'hui, on a des puissances de calcul, on a des logiciels qui permettent finalement d'aller travailler des zones qu'on ne savait pas travailler avant. E estas zonas reformuladas no TGV-M são muito mais do que no TGV Duplex. O objetivo é duplo: ser mais eficiente e, ao mesmo tempo, ter um aspecto distinto. C'est d'abord une forme du nez qui a complètement évolué. Elle fait 1,50 m de plus que nos anciens TGV pour qu'elle soit beaucoup plus effilée et donc avoir une meilleure pénétration dans l'air. Mais on ne voulait pas aussi que cette forme soit insipide. On voulait lui donner aussi un caractère, notamment au niveau donc, de chaque côté de la cabine, au niveau donc, de ces fameuses épaules qui redonnent une force, l'expression d'une certaine puissance donc, maîtrisée. O para-brisas central deixou de estar recuado como no TGV Duplex. E o vidro está agora nivelado. Mais abaixo, o outro elemento-chave também foi redesenhado. Le premier bogie, c'est vraiment une pièce qui aérodynamiquement est un point faible. Donc on l'a caréné et c'est une innovation par rapport aux anciens TGV. Caréner ce premier bogie est un élément important, améliorant l'écoulement de l'air et diminuant aussi les nuisances sonores. Embora a carenagem tenha sido estendida à parte inferior do próprio comboio, uma zona particularmente sensível foi completamente redesenhada: a cavidade do pantógrafo, o braço que recebe a corrente elétrica. La zone pantographe, c'est une zone sur nos TGV qui était assez perturbée d'un point de vue aérodynamique. On avait énormément d'équipements en toiture. Donc une des innovations du TGV-M, c'est d'enlever le maximum d'équipements en toiture, de les intégrer à l'intérieur de la motrice pour avoir quelque chose de plus simple en toiture. Autour du pantographe, un travail très important a été fait de telle manière à ce que cet élément soit le plus caréné possible. Là aussi, minimiser, diminuer les turbulences autour de cet élément technique important. Mas para além da carenagem na zona do pantógrafo, do bogie e de todas as remodelações aerodinâmicas, a motriz ainda tem mais segredos para revelar. E alguns deles são vitais, pois permitirão ao TGV-M transportar muito mais passageiros. Para descobrirmos o que está por detrás desta nova silhueta, temos de ir à fábrica, onde está a ser montado um incrível puzzle tecnológico. Um enorme mécano que foi completamente redesenhado. Le gros point, c'est qu'au lieu de repartir de l'ancienne génération et d'améliorer à droite, à gauche, on est reparti de zéro et on a revu le concept complet. Qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on refait maintenant pour arriver à quelque chose qui est moderne et qui correspond à son temps? É em Belfort, no leste de França, que a Alstom fabrica este novo tipo de motriz. É o mesmo local que viu nascer o primeiro protótipo do comboio de alta velocidade francês nos anos 70, o histórico TGV 001. E foi em Belfort que os trabalhos de concepção da motriz do TGV-M começaram no gabinete de estudos assim que os projetistas receberam os primeiros esboços. Quand on démarre un nouveau projet avec les designers de Saint-Ouen, ils nous présentent les esquisses, on regarde ce qui est faisable ou pas. On a fait plusieurs échanges pour voir comment on pouvait avoir quelque chose qui correspondait à ce qu'on voulait niveau design et qui correspondait à ce qu'on voulait niveau aérodynamique. Para fabricarem esta mistura de design e de aerodinâmica, tudo começa com simples peças de aço de todas as formas e tamanhos. Como estas, farão parte da motriz. La première étape, qui est la chaudronnerie, démarre avec des tôles brutes. Pour la plupart, on a quelques pièces qu'on achète, mais globalement, on a juste des jeux de tôles qu'on va découper, qu'on va plier, qu'on va d'abord assembler en petits sous-ensembles. Para montar esta nova motriz, são necessários mais de 4.700 pontos de soldadura, 95% dos quais feitos à mão. À medida que o processo de fabrico avança, os pequenos subconjuntos transformam-se em grandes subconjuntos que são cada vez mais pesados e complexos de manusear. Quando os grandes subconjuntos são finalmente montados, o esqueleto da motriz está quase completo. O metal tem de ser aquecido uma última vez, mas não para soldar. Quand on soude, on déforme énormément la tôle. Il y a des rétractations qui se font et donc il faut qu'on redresse les faces pour avoir une planéité meilleure des faces.
Cada conjunto, cada ponto de soldadura é então verificado antes de passar para a oficina de pintura. 10 dias depois, a motriz surge imaculada. Passando de estação em estação, pode agora receber o resto do seu equipamento numa coreografia de grande precisão. Il faut imaginer que la motrice, c'est un peu comme une boîte de chaussures, c'est-à-dire qu'on n'a pas de toiture, mais par contre, tout est fermé autour. Donc en fait, on va venir mettre les équipements avec des ponts. Il faut imaginer qu'on a des blocs qui font 3 mètres de long, qui font 3 tonnes, et qu'on vient placer au millimètre près. Et après, on peut visser tous ces équipements, les relier au niveau du câblage, de la tuyauterie. Il faudra encore la tester, mais c'est l'étape qui fait la motrice. On passe d'une structure acier à une vraie motrice complète. Totalmente equipada, esta menina carregada de eletrónica pesa 50 toneladas. São mais 10 toneladas que um Airbus A320. Isto sem as rodas. Embora esta motriz seja muito mais tecnológica que a sua antecessora, o peso é quase o mesmo por razões de aderência aos carris. Por outro lado, esta nova motriz é muito mais pequena e mais eficiente. Enquanto no TGV Duplex todas as unidades funcionais, incluindo o transformador, estavam colocadas mesmo no meio da motriz, no TGV-M foram deslocadas ou reduzidas em tamanho. En fait, on a revu l'architecture des motrices en se disant on va les réduire, on va changer la façon dont elles sont faites. Au lieu d'avoir 2 couloirs sur les côtés, on va mettre un couloir central, le transformateur sous la caisse. Le transformateur, c'est ce qui permet d'abaisser la tension caténaire, hein, c'est du 25 000 volts, de l'abaisser à 1000 volts pour que les équipements électriques soient capables de la travailler. Les avancées technologiques ont permis également de miniaturiser les compartiments techniques. La troisième innovation importante, ça a été de simplifier la distribution d'énergie à bord du train, c'est-à-dire l'alimentation des équipements nécessaires au confort du voyageur, la climatisation, tout ça. Ce qu'on appelait le bloc commun sur nos anciens TGV a disparu, ce qui a permis de réduire la taille de la motrice de 4 mètres. São menos 4 metros que a motriz do TGV Duplex, ou seja, são menos 8 metros no comprimento total do comboio. É o suficiente para virar a arquitetura do TGV francês de pernas para o ar, particularmente com este novo elemento, semelhante a uma cápsula espacial que os designers do TGV-M batizaram de enxerto. Por que este termo médico? Quais são as suas funções? E por que é revolucionário? Para descobrirmos os segredos desta grande inovação de alta velocidade francesa, é preciso visitar outra fábrica da Alstom, 800 km mais a oeste, em Aitré, perto de La Rochelle. E se quisermos perceber a grande importância deste enxerto, temos de recuar às gerações anteriores do TGV. L'architecture des TGV, depuis l'origine, le concept, c'est 2 motrices qui encadrent un tronçon indéformable dit articulé. Les motrices sont des véhicules indépendantes, elles disposent chacune de 2 bogies. Chaque voiture partage un bogie. Donc chaque voiture s'arrête au milieu du bogie, l'autre voiture commence également au milieu du bogie. Donc elles ne peuvent pas circuler en autonome. Dans le cas des remorques d'extrémité, il faut venir faire l'interface avec l'arrière de la motrice. Quando o TGV-M foi concebido, um dos objetivos era reduzir os custos de fabrico uniformizando o mais possível as carruagens fabricadas em La Rochelle. E agora, graças ao enxerto, já não há necessidade de construir uma carruagem de extremidade específica. Sur Euroduplex, on avait 3 types de véhicules, donc 3 lignes de production, dont l'une était dédiée à la voiture bar, l'autre était dédiée aux voitures dites intermédiaires et la dernière qui était dédiée uniquement aux voitures d'extrémité. Sur TGV-M, nous avons 2 lignes de production, donc une ligne dédiée à la voiture bar qui reste spécifique et après une ligne dédiée à l'ensemble des autres véhicules. Donc ça, on parle de standardisation. Donc à la fin de cette ligne de production, on vient assembler mécaniquement le greffon qui permet de faire l'interface entre la voiture d'extrémité et la motrice. Com o mesmo revestimento exterior e um comprimento de 3 metros, o enxerto reproduz exatamente a mesma função que as antigas carruagens de extremidade e com as mesmas medidas. Com a vantagem adicional de poder transportar equipamentos que anteriormente se encontravam nas motrizes ou no convés inferior da carruagem bar. Le greffon, c'est une zone nouvelle qu'on a mis à profit pour mettre des équipements techniques. Donc déjà, il y a toute la partie batterie. Alors sur TGV-M, on a simplifié par rapport aux anciens TGV. Sur nos anciens TGV, on avait 6 blocs batterie. Sur TGV-M, on n'en a plus que 4, 2 par greffon. Donc pour alimenter en basse tension, 110 volts, le train.
Mas a sua função não acaba aqui. E as outras são muito mais surpreendentes. Para além destas baterias de baixa tensão, o enxerto foi equipado com dispositivos de armazenamento de energia, nomeadamente baterias de 700 volts. Le stockeur d'énergie, c'est vraiment une innovation sur TGVM qui permet de stocker de l'énergie. Et donc, ce stockage d'énergie a plusieurs vertus. La première, c'est le confort du passager. Lors d'un incident sur le réseau qui enlève l'alimentation caténaire, avec nos TGV actuels, la climatisation s'arrête au bout de 30 minutes, l'éclairage se réduit très rapidement, les WC se condamnent. Là, par contre, avec le stockeur d'énergie, on pourra continuer à avoir toutes ces fonctions qui concourent au confort des passagers pendant 2 à 3 heures, ce qui permet de traiter l'incident en toute sérénité. Mas as vantagens do armazenamento de energia não se limitam ao conforto dos passageiros. Em caso de incidente com a catenária, o TGV-M poderá circular a uma velocidade reduzida, entre 30 e 60 km por hora. Ça a l'autre vertu de pouvoir faire déplacer donc un train sur une ligne à grande vitesse s'il n'y a plus de caténaire, comme ça peut arriver quand il y a une tempête, etc. Et donc on peut déplacer en pleine autonomie le train sur quelques kilomètres. Le train peut arriver à une sous-section qui est alimentée ou alors il peut arriver à un lieu de garage, là où on pourra organiser potentiellement le transportement des passagers vers un autre train. L'avantage de ce greffon-là permettra au final de désencombrer le réseau et de pouvoir reprendre les circulations de manière plus rapide après un incident sur ce réseau. A derradeira inovação tornada possível pelos enxertos permite que o TGV-M alivie temporariamente a rede elétrica nacional, passando a utilizar a energia das unidades de armazenamento a bordo de cada comboio. On reçoit des alertes de temps en temps en disant la consommation électrique en France est trop importante par rapport aux moyens de production. Et grâce à ce stocker, nous sommes capables d'effacer pendant 1 heure une partie de la consommation du train, du réseau électrique français. Et ramener à une échelle de 200 rames, c'est la consommation électrique d'une ville comme Alençon qu'on est capable d'effacer pendant 1 heure. C'est vraiment une innovation majeure, c'est une première mondiale. Ça n'existe nulle part. Graças ao enxerto, este elemento repleto de inovações, a Alstom e a SNCF podem agora fabricar uma carruagem standard nas oficinas perto de La Rochelle. Mas qual será o aspecto do novo comboio com o enxerto e a mini motriz completamente novos? Como conseguimos aumentar o espaço para os passageiros, aumentando simultaneamente o número de passageiros? E como é que este comboio do futuro se vai adaptar ao aquecimento global? On a un bilan carbone par passager qui est en très nette amélioration, de l'ordre de 35-37% par rapport au TGV précédent, 2 niveaux, et de l'ordre de 50% même par rapport au TGV à 1 niveau. É nas instalações de La Rochelle que as carruagens do TGV ganham forma. Tudo começa com a carroçaria, não em aço como na motriz, mas em alumínio. Pour fabriquer un chaudron de véhicule, on commence par des profilés alu que l'on reçoit donc de nos fournisseurs. Et donc ces profilés alu, on les assemble entre eux pour constituer des faces. Et pour les assembler mécaniquement, on vient donc les souder entre eux. Il n'y a pas de rivetage, tout est soudé. Todas as placas de alumínio são montadas principalmente por robôs. Mas existe um batalhão de 80 soldadores para as peças mais complexas, que são demasiado difíceis ou demasiado caras para serem montadas por robôs. A montagem de cada carroçaria exige algo como 2,5 km de soldadura. Após a soldadura, algumas peças têm de ser lixadas para eliminar possíveis bolhas. E, evidentemente, uma etapa fundamental consiste em preparar as várias peças para que possam receber os futuros equipamentos. On a effectivement donc des profilés alu qui sont bruts. On vient donc découper la forme des ouvertures dont on a besoin. Ça peut être des baies, ça peut être des portes, ça peut être des accès à des locaux techniques pour y mettre une climatisation ou autre chose. Et donc tout ça c'est fait sur des bancs d'usinage qui sont entièrement automatisés. Uma vez concluída a carroçaria, as dimensões são examinadas, não com uma lupa, mas com um laser. On n'est pas dans l'horlogerie, mais on travaille au millimètre près pour fabriquer nos chaudrons. Depois de verificadas as medidas, a carroçaria segue para a oficina de pintura durante 12 dias, antes de regressar às oficinas de produção numa ponte móvel. Agora chegamos à fase final, a montagem.
Le fitting consiste à équiper chaque véhicule du tronçon de l'ensemble des équipements à la fois fonctionnels, à la fois pour le confort du passager, donc les sièges, les baies, les planchers, les moquettes. Ce que voit le passager, en fait, c'est peu par rapport à l'ensemble des équipements que l'on peut mettre dans un véhicule au stade fitting. Je rappelle qu'on a à peu près 5000 références sur un tronçon, donc vous imaginez le nombre de références que l'on vient mettre dans chacun des véhicules. Nesta fase final, uma fase estratégica consiste na instalação de todas as ligações elétricas. Il y a énormément de câblage dans un véhicule parce que le train il est connecté. On a à peu près 1 km de câble par mètre linéaire. Donc vous imaginez, un véhicule, ça représente à peu près 17 mètres. Donc vous avez 17 km de câble par véhicule. Com este novo TGV, a unidade de AITRE aproveitou para rever o seu método de fabrico. Para racionalizar o processo e torná-lo mais económico, foram criadas novas ferramentas, como este braço de cabelagem. Le véhicule, quand il rentre en fitting, il est constitué. Donc, c'est pas question de passer par le toit, on peut passer que par les extrémités. Et donc, on a conçu un bras télescopique qui permet donc de positionner les faisceaux qui font la longueur du véhicule. Et donc, on réduit de façon substantielle donc, les opérations de montage et de câblage. Embora as carruagens sejam fabricadas em La Rochelle, o seu design interior foi concebido na unidade de Saint-Ouen. E para isso, as equipas da Alstom dispuseram de uma ferramenta preciosa, um ecrã panorâmico. Isto permitiu-lhes conceber o interior do comboio antes mesmo de este ser fabricado industrialmente. On dispose d'un écran qui fait presque 3 mètres de haut sur presque 6 mètres de long. On peut voir certains détails de façon donc très précise, tels que par exemple les intercirculations, les extrémités de voiture, les accès. Donc on peut voir un intérieur de train à l'échelle. Em modo imersivo, as novas características de design tornam-se mais claras. Ce que l'on remarque à peine parce qu'il y a un bandeau noir, c'est la faible dimension ici du montant. Donc la baie vitrée, elle est très légèrement même diminuée en hauteur. L'idée, c'est d'avoir le plus de visibilité en horizontale. Le design intérieur a été conçu pour avoir des espaces beaucoup plus confortables, à commencer par le siège. Il est tout en rondeur, avec une tétière qui est adaptable à toutes les morphologies. Et puis, chaque place sera dotée des équipements qui sont aujourd'hui indispensables, comme la prise. Et on pourra avoir aussi un Wi-Fi de très haute qualité puisqu'il répondra aux standards 5G. Ensuite, on aura un train qui est plus silencieux et qui sera aussi plus clair puisque 25% de baies vitrées en plus dans notre TGVM par rapport au TGV précédent. Donc ce sont des baies qui ont été élargies dans les salles voyageurs, qui ont été aussi rajoutées sur les plateformes d'intercirculation en salle haute. Et puis on a même rajouté des baies vitrées dans les WC, mais là évidemment ce sont des baies vitrées sans teint. Embora existam mais janelas, estas também foram concebidas tendo em conta o aquecimento global e o aumento da luz solar. Tal como o sistema de ar-condicionado, são mais eficientes e ajudam a reduzir o consumo de energia do comboio. On a vraiment utilisé des nouveaux matériaux qui permettent d'avoir des meilleures isolations avec des films thermiques qui sont posés sur les vitrages pour éviter que le rayonnement solaire vienne réchauffer la salle. Et enfin, la dernière évolution, c'est au niveau de la climatisation. Elle sait s'adapter au nombre de voyageurs qu'il y a dans la salle. Et le cas extrême, quand il n'y a pas de voyageurs dans la salle, la climatisation le détecte et du coup réduit au strict minimum sa consommation d'énergie. Embora existam muitas novidades para os passageiros, há também grandes mudanças para o operador. De facto, é uma mudança que se esconde por detrás da letra M. Alors le M de TGVM, ça veut dire que c'est un TGV modulable, c'est-à-dire qu'on peut par exemple transformer une salle de première classe en salle de seconde classe et vice-versa dans des délais relativement réduits. En fonction de la saisonnalité de nos trafics, on a un certain nombre d'aménagements à l'intérieur qui peuvent être remplacés de manière très rapide. On peut rajouter des cases à bagages de manière assez simple. On peut par exemple rajouter des espaces pour transporter les vélos. On peut par contre les enlever très rapidement pour mettre des sièges passagers, etc., etc. Graças a um sistema de calhas, cada carruagem pode agora ser transformada como se fosse um Lego. Mas a modularidade também se aplica a todo o comboio.
A sua arquitetura pode agora ser modificada, enquanto o TGV Duplex estava restrito a 8 carruagens. C'est une rame qui est indéformable. Elle n'était pas modulaire. Et donc, c'est une innovation du TGVM, c'est d'imaginer un concept qui garde ses avantages de la rame articulée, mais qui introduit de la modularité. Donc, être capable d'enlever une voiture, d'enlever 2 voitures, donc de faire un TGVM à 7 véhicules, un TGVM à 8 véhicules ou à 9 véhicules. Esta mudança deve-se principalmente ao tamanho da motriz. De 22 metros passou para 18 metros. Uma poupança de 8 metros nas duas motrizes. E ao retirarem elementos técnicos das carruagens, ganharam também 1 metro por carruagem. Em suma, poderá ser acrescentada uma 9ª carruagem ao comboio. E como o enxerto integra equipamentos que anteriormente se encontravam na carruagem-bar ou nas carruagens de passageiros, é agora possível remover carruagens sem perder funcionalidades. Para a SNCF, é um TGV mais flexível e com maior capacidade. Dans une version Inuit, le TGVM pourra emporter jusqu'à 600 passagers, à comparer avec les 509 ou 550 passagers que peuvent emporter les TGV de niveau actuels. Et puis la version Ouigo, on pourra aller jusqu'à 740 passagers, à comparer avec les 630 personnes aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en unités multiples, on pourra atteindre jusqu'à quasiment 1500 passagers. Mas ainda há um longo caminho a percorrer até receberem os primeiros passageiros. São muitas as etapas, como esta, em que as primeiras motrizes fabricadas em Belfort chegam a La Rochelle para constituir a primeira composição do TGVM. La première mise en rame en fait est très symbolique dans le sens où c'est le résultat d'un travail de conception qui a été réalisé pendant un certain nombre d'années. C'est la naissance de ce train et ça va nous amener en fait à dérouler toute la partie des essais. C'est le commencement de l'histoire en fait. E é uma história em que o TGVM tem de mostrar do que é feito. O que é que o novo comboio tem de passar para provar o seu valor? Como é o processo de preparação para o lançamento comercial? Por que é que os testes levam tanto tempo? Entre cette partie de mise en rame et l'aboutissement qui est en fait l'homologation du train sur notre réseau en France, aujourd'hui on va compter entre 12 et 18 mois. L'objectif étant de pouvoir le faire en 12 mois, ce qui est un très très gros challenge. Nas instalações gigantescas da Alstom, perto de La Rochelle, existe um serviço muito especial onde se pode testar um comboio quase na totalidade, sem o ter nas mãos. Chama-se Train Lab. Dans le cadre de TGVM, on a énormément investi dans ce Train Lab pour pouvoir, très en amont, donc valider les fonctions. Quand on dit valider les fonctions, c'est la porte d'accès voyageur du passager où il appuie sur son bouton, et donc la porte se ferme, s'ouvre, etc. Et donc c'est ça qu'on reproduit en Train Lab avec des éléments physiques. Ça peut être une porte, des éléments physiques qui peuvent être des câblages, donc des baies de calculateurs, mais aussi des objets digitalisés qui sont des modélisations d'un moteur ou d'un autre espace et qui permettent, sans avoir à fabriquer un train, valider les fonctions et gagner du temps en développement pour certifier un train. Antes do desenvolvimento do comboio de teste, este é uma espécie de comboio zero. Aqui podemos vê-lo a circular virtualmente para testar o ecrã de informações aos passageiros. Esta nova ferramenta, utilizada durante toda a fase de desenvolvimento e teste do TGVM, já se tornou estratégica. Dans les anciens projets, au moment où on assemblait le train, ou le train naissait, et le moment où on fermait l'interrupteur pour qu'il se mette en route, il se passait à peu près entre 3 et 4 mois. Sur ce train, on l'a fait en 2 jours. C'est presque 4 mois, entre 3 et 4 mois gagnés, en fait, sur une recherche de panne, sur une recherche fil à fil, sur 200 km de câblage que l'on a dans ce train. Donc c'est des gains de temps très précieux. As equipas da Alstom têm vindo a desenvolver esta ferramenta incrível desde 2009. Se o primeiro banco de ensaios era de capacidade relativamente limitada, hoje a modelização permite-nos simular, por exemplo, toda a cabelagem do comboio. E ano após ano, a percentagem de funções digitalizadas aumenta. On a une grande partie du train qui est aujourd'hui digitalisée, mais il faut aller le plus possible vers la digitalisation totale parce qu'on va tous y gagner en temps de développement et puis aussi en représentativité
du train au moment où on va le certifier et qu'on va faire les essais sur le réseau ferré. On espère que dans la suite des essais et dans la suite de la montée en maturité de ce train, cet outil nous apporte énormément pour qu'on n'ait pas systématiquement à faire des essais aussi sur train. Ça nous permettra d'optimiser nos coûts et de ne pas avoir à utiliser en fait ces rames. On préfère mettre des gens dedans que de faire des essais. Apesar da digitalização avançada do TGV-M, alguns testes físicos continuam a ser essenciais. E o primeiro teste está a decorrer no mesmo local, em Aitré, naquilo a que se chama de câmara climática. Foram colocados sensores na cabina da locomotiva e, graças a lâmpadas de aquecimento, esta será submetida a temperaturas dignas do Saara para testar a resposta ao seu ar-condicionado. On a des capteurs de température, des capteurs qui mesurent l'hygrométrie pour s'assurer que la climatisation, dans les modes de fonctionnement extrêmes qu'on lui impose, elle réagit bien à ce qui est attendu. Et en fait, on a la même chose côté compartiment technique où dans le couloir, on a été placé des mesures de température et des mesures d'aérolique et d'hygrométrie pour s'assurer que l'air circule bien pour refroidir les blocs ou l'électronique. Et c'est ce qu'on va rechercher en premier. Si on a une défaillance à ce niveau-là, le train aura un peu de mal à pouvoir rouler à la vitesse donnée. O TGV-M ainda não entrou ao serviço, mas já está a atravessar a Europa. Dos seus destinos é a capital austríaca, Viena. Numa nova câmara climática, o comboio francês será levado aos limites em condições ainda mais extremas. Un mini tronçon est parti à Vienne, dans la chambre climatique de Vienne-Arsenal, qui est unique en Europe, qui va nous permettre en fait cette fois de pouvoir valider et homologuer le comportement climatique du train, mais en plus en y rajoutant une composante qu'on ne peut pas faire à Aitré, c'est la composante vitesse, puisqu'on peut amener du vent, on peut amener de la neige, on peut amener du soleil, on peut amener plein de choses. Em Viena, é possível simular ventos de 160 km por hora para testar o sistema de aquecimento e isolamento das carruagens, ao mesmo tempo que leva a bordo tipo de passageiro bastante especial. Alors on reproduit la présence de voyageurs en mettant en fait des bouillottes qui représentent une certaine température, qui est la température corporelle. Et ces bouillottes sont placées sur les sièges et on vient reproduire en fait l'énergie dégagée par chaque passager par des bouillottes tout simplement. Também aqui, tal como com a película de proteção UV das janelas, os projetistas do TGV-M tiveram em conta as alterações climáticas. On vient mesurer en fait dans différents endroits de la salle la partie hygrométrie, la partie température, pour voir si aussi on a bien un mouvement d'air attendu, puisque la partie aérolique est très importante. Si il fait très chaud en fond de salle et très froid en début de salle, ça peut pas aller et tout le monde va se plaindre. Donc en fait, on va de moins 25 degrés avec de la neige, du givre, parce que la neige, le givre sont deux éléments qui sont quand même très préjudiciables au niveau chemin de fer, mais la chaleur aussi, on pousse vraiment à l'extrême attendu, sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, les températures de 40-45 degrés à certains endroits, on arrive assez aisément à les avoir. Seja em Aitré ou em Viena, este atleta que vai atravessar a Europa a 320 km por hora ainda não passou do aquecimento. A preparação tem de ser efetuada a velocidades muito mais elevadas do que as possíveis em La Rochelle ou em Belfort. E não é em França, mas fora dela, que o TGV-M efetuará as suas primeiras viagens a alta velocidade. Mais precisamente na Chequia. E num local único na Europa, cerca de 40 km a leste de Praga. Em Velin. Vélim est un anneau sur lequel on peut tester le fonctionnement global du train, et ce, jusqu'à la vitesse de 200 km/h. Vélim est un élément essentiel pour pouvoir avoir l'autorisation de pouvoir rouler au milieu des autres trains sur notre réseau. Herdeiro da era comunista, o local é composto por dois anéis, um com quase 4 km de comprimento e outro com mais de 13 km. É o único circuito na Europa onde é possível atingir velocidades de 200 km por hora na fase de testes. Na atual fase de desenvolvimento, é uma passagem obrigatória, pois o TGV-M não pode circular na rede sem se arriscar a perturbar o tráfego comercial. E a única solução seria fazê-lo circular fora das atuais faixas horárias do TGV. Il faudrait qu'en gros, on prenne une ligne, on la ferme et qu'on roule que la nuit pour essayer de s'assurer de la compatibilité avec le train. Aujourd'hui, on n'aurait pas assez de temps et ça serait un coût très important de pouvoir le faire sur le réseau. Claro que comboio de teste não é como comboio convencional. Não tem equipamentos de conforto nem passageiros. Os passageiros são substituídos por pesos espalhados pelo comboio.
Com cabos e monitores espalhados por todo o lado, o TGV-M vai ser escrutinado de todos os ângulos, na esperança, e isto vai surpreender-vos, que haja problemas. On ne roule pas à 320 km/h sans s'assurer qu'à 150, 160, 200, ça se passe déjà correctement. Donc on commence très simplement par du 100 km/h pour voir comment globalement le train se comporte. Ensuite, on va passer à l'étape 200 km/h où là, pareil, on va regarder les différents comportements du train d'un point de vue électrique, stabilité et tout ce qui est en fait lié à la sécurité de la circulation. Alors, Vélim nous sert à ça aussi, c'est de pouvoir mettre en évidence les gros sujets de complications que l'on pourrait avoir pour pouvoir les résoudre très rapidement et que ça soit pas, je dirais, préjudiciable au moment où le train est en service commercial. Sozinho, na sua pista de testes, o TGV-M vai circular durante 6 meses, a percorrer 15 000 km a qualquer hora e com todas as condições meteorológicas. La rame d'essai roule 5 jours sur 7, la nuit, le matin, le jour. Naturellement, à Vélim, en hiver, il fait -10, -15, on a de la neige. Donc ça nous permet aussi de regarder le comportement du train au milieu de la neige. Et pour s'assurer qu'en fait le train freine bien dans toutes les situations, on vient mettre du savon noir sur la voie. Et on vient freiner sur ce savon noir qui reproduit effectivement des problèmes de feuilles que l'on rencontre à l'automne. No segundo dia em Valim, o comboio de teste circulou a 200 km/h durante 350 km. 200. É um marco nunca alcançado tão depressa pelas gerações anteriores do TGV. Tendo ultrapassado todos os objetivos definidos durante estes 6 meses de testes, o próximo grande marco para o TGV-M são os 320 km/h na rede ferroviária francesa. Le 320 km/h, c'est une vitesse qui est très usuelle chez les Français, mais qui est très très particulière. On est à presque 100 mètres par seconde. On n'a absolument pas le droit à l'erreur. Voilà. Antes de atingir o importante objetivo dos 320 km/h, o TGV-M deu os seus primeiros passos em França num troço de via fechado à circulação. Um batismo cheio de emoção. Clairement, après des mois de préparation, les premiers tours de roue sur réseau ferré national, ouais, c'est des poils qui se restent sur les bras parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Numa nova cabina redesenhada com a ajuda dos próprios maquinistas, o TGV-M começou a atravessar a França de oeste para leste. Estranhamente, à medida que os carris passam, a sensação de velocidade é menos impressionante do que nos TGVs anteriores. Je ne vais pas dire que c'est aseptisé, loin de là. Hein. On a des bruits qu'on reconnaît. Hein. Par contre, c'est beaucoup plus silencieux. C'est confortable. C'est comme quand on passe d'une 4L à une voiture un peu plus cossue. On n'a pas la même sensation de vitesse. On ressent la même chose avec le TGV-M. Longe da vista, num hangar da Alstom em Belfort, o TGV-M prepara-se desta vez para ultrapassar a barreira simbólica dos 320 km/h. Cada sessão de testes começa com um briefing. Dernière info, j'ai demandé à booster la rame. Por mais que as equipas planeiem cuidadosamente o seu programa, os imprevistos acontecem sempre no último minuto. E os últimos dias trouxeram a sua quota parte de surpresas no local escolhido para estes testes cruciais. O troço da linha de alta velocidade Renault-Rodano entre Belfort e Besançon. On peut avoir tout un tas d'imprévus en fait. Une chaîne de mesure qui tombe en panne, qui nous bloque en pleine voie, les essuie-glaces qui tombent en panne et on se retrouve avec une pluie diluvienne, un camion qui prend feu sous le poste de soulèvement la veille qui nous empêche de circuler à la vitesse qu'on voulait. Les essais, c'est ça, c'est faire face à une foultitude d'anomalies en permanence. A capacidade de improvisação é tanto mais importante quanto os testes estão a decorrer em pleno tráfego comercial. Os passageiros passam na mesma linha alguns minutos antes ou depois do TGV-M. L'enjeu est important, certes, pour les essais, mais on s'inscrit dans des circulations commerciales. Et quand on commence à avoir des petits soucis, ça peut être pénalisant déjà pour le trafic, mais aussi pour nous. Donc ça fait monter un peu la pression des équipes. Et dès qu'il y a une anomalie, il faut tout de suite percuter et aller vers le bon interlocuteur et mettre les bonnes actions derrière. Neste dia, depois de ter descoberto a causa de uma nova avaria e de a ter reparado em tempo recorde, a equipa de testes pôde finalmente lançar o comboio a toda a velocidade para atingir e mesmo ultrapassar o seu objetivo crucial, 320 km/h.
Le 320, c'est quelque chose de déterminant dans ce projet, c'est la vitesse de circulation nominale. Il y a des grosses attentes derrière puisque ça va conditionner la réalisation de tous les essais de validation pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Embora decisivos, os 320 km por hora não passam de uma etapa. É preciso ir muito além desta velocidade nominal. Il y a certains essais qui nous demandent d'aller à 320 plus 10%. Donc ce train va rouler à plus de 350 km/h pour pouvoir s'assurer que la part de marge que l'on a sur ce train en service commercial est suffisante pour pouvoir emmener des gens en toute sécurité. O novo TGV é tecnicamente capaz de ultrapassar os 350 km por hora. Mas é um argumento mais para a exportação, porque em França e nas zonas transfronteiriças, a sua velocidade máxima será limitada a 320 km por hora. On pourrait imaginer rouler à 350, 360, mais on va gagner que quelques minutes. Et par contre, le surcoût que l'on va engendrer sur l'usure de l'infrastructure, sur l'usure du matériel, va déstabiliser le modèle économique. En Europe, c'est une tendance globale de pas forcément chercher à aller plus vite, mais par contre, travailler sur l'impact énergie et l'impact carbone de nos trains à grande vitesse. No atual contexto de crise climática e energética, o TGV-M tem uma grande carta para jogar a nível internacional. E para o tornar ainda mais atrativo, tem outro forte argumento económico: a redução drástica dos custos de manutenção, graças nomeadamente à manutenção preditiva. L'objectif, c'est d'anticiper. On parle de maintenance prédictive. Et c'est vraiment une innovation majeure par rapport à nos anciens TGV. O primeiro centro de manutenção da SNCF a adaptar-se a esta mudança situa-se na região parisiense. É o Technicentre Sud-Est Européen. Le Technicentre, en fait, c'est le lieu où nous entretenons les TGV sur des opérations de maintenance assez courtes, c'est-à-dire de quelques heures jusqu'à une semaine. Donc pour TGV, nous avons 4 technicentres sur Paris. Le Technicentre Sud-Est Européen dans lequel nous sommes, c'est un peu le pionnier. Il était déjà en 81 le premier technicentre dans lequel nous avons entretenu le TGV. Et donc quelque part, l'histoire se répète parce que c'est à nouveau le premier technicentre qui va accueillir ce nouveau matériel TGV-M. Um dos comboios de teste do TGV-M é acolhido pela primeira vez numa oficina que ainda está a ser transformada. O projeto de renovação do Technicentre deve durar 5 anos e custar uns impressionantes 280 milhões de euros. Il n'y avait pas eu d'investissement depuis 40 ans, donc on avait aussi besoin d'investir pour le rénover et pour l'adapter à l'ergonomie, au mode de travail d'aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a aussi des adaptations spécifiques pour le TGV-M. Estas adaptações são necessárias devido a alterações na arquitetura do comboio, como a adição de um enxerto ou a mudança de local do transformador. Au niveau de la toiture, on a aujourd'hui une passerelle avec une hauteur de 4 mètres au lieu de 3,50 m pour dégager les baies vitrées. Donc sur le TGV-M, les baies vitrées se déposent par l'extérieur, ce qui est plus pratique que par l'intérieur. Criaram também uma abertura neste corredor com uma plataforma deslizante para intervir no novo órgão, o enxerto. E não é tudo. Les transformateurs vont aujourd'hui être déposés par le bas et plus par le haut. Et donc, nous allons créer un vérin qui est habituellement utilisé pour déposer aussi tous les essieux d'un TGV. Na rota mais movimentada do TGV, para além do Technicentre Sud-Est Européen, o Technicentre de Lyon-Gerland e as estações de manutenção de Marselha e de Nice serão igualmente afetadas por estes primeiros trabalhos de transformação. A prazo, todos os Technicentres ligados a uma estação parisiense serão reconvertidos. Mas a SNCF espera que o TGV-M passe lá muito menos tempo do que o TGV Duplex. Sur TGV-M, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de réduire de 30% le coût de la maintenance par rapport à une rame minuit sur sa durée de vie qui est estimée à 30 ans. Até agora, as peças de um TGV que se avariavam ou estavam defeituosas eram substituídas, mas também trocavam as 5 peças em intervalos regulares para evitar problemas antes que estes ocorressem. É a chamada manutenção preventiva. Tem um impacto significativo em termos de imobilização de uma composição que não precisava necessariamente de estar imobilizada ou de substituição de peças que poderiam ter funcionado durante mais tempo. La maintenance du TGV-M, elle bouleverse notre manière de faire la maintenance. On est aujourd'hui sur des rendez-vous qui sont très répétitifs, qui sont systématiques. Demain, on va passer sur une maintenance à la carte. Com o TGV-M, a SNCF entra numa nova era.
a da manutenção preditiva em vez de preventiva. Deixamos de ter em conta o tempo de vida de um équipemento, mas utilizamos sensores para o monitorizar. On va retrouver ces différents capteurs vraiment sur toutes les zones du train, que ce soit les climatisations, les compresseurs d'air, les toilettes, même à la place assise. Pour le client, on va superviser l'ensemble des fonctions de notre train. Várias centenas de peças estão assim ligadas a sensores. Estes sensores medem e enviam dados continuamente. Alguns destes dados são armazenados no interior do próprio comboio, enquanto outros são analisados diretamente por um sistema de inteligência artificial. Este processa até 500 variáveis e pode enviar alertas ao maquinista em tempo real. Par exemple, on va avoir la supervision en temps réel des températures de salle, on va avoir les problématiques de fonctionnement des WC, voilà, tout un certain nombre de services qui sont fondamentaux pour nos clients. Embora alguns dos dados sejam facilmente interpretados a bordo do comboio, o funcionamento mais complexo de muitos equipamentos tem de ser comparado com outros TGV-M em serviço. Para o efeito, são transmitidas 25 000 variáveis a cada 100 milissegundos. Ces données, elles sont envoyées vers des modules de communication qui, à partir d'antennes sur le toit et en utilisant la 4G puis la 5G dans un second temps, vont envoyer les données au sol, une partie des données au sol sur des serveurs. Em terra, no centro de manutenção, uma outra inteligência artificial interpreta todas as informações enviadas por toda a frota de TGV-Ms. Assim pode detectar o início de anomalias, prever o tempo de vida antes de uma avaria e planear uma intervenção. La maintenance prédictive va être utilisée pour réduire les coûts de maintenance. Et l'autre intérêt, c'est que ça va nous permettre d'avoir une meilleure disponibilité de notre parc de TGV, dans la mesure où on aura anticipé les défaillances et donc où on n'aura plus d'arrêts inopinés sur le réseau. Este novo TGV é mais económico, tem mais capacidade, é modular e é 97% reciclável. Tem muitas vantagens. Inicialmente reservado para o sudeste de França, para descongestionar uma linha que atingiu o ponto de saturação, o TGV-M será depois implantado noutros pontos de França e na Europa. A sua silhueta deverá tornar-se um elemento permanente da paisagem, uma vez que os últimos comboios a sair da fábrica deverão estar em serviço até pelo menos 2070. Num mundo em que a redução da pegada de carbono se tornou uma prioridade absoluta, este comboio, que não promete andar mais depressa, mas consumir menos, é talvez o prenúncio de um outro futuro. Um futuro que pode ser menos espetacular, mas é muito mais razoável.